Chères auditrices et chers auditeurs, bonne nouvelle, nous arrivons au deuxième volet de notre cours intitulé « Présence africaine dans les musées d'Europe » qui sera consacré aujourd'hui aux premiers objets arrivés dans ces collections européennes. Très rapidement, comme j'ai l'habitude de le faire, je résume l'introduction qui nous a réunis déjà la semaine dernière, introduction qui nous avait rappelé combien les arts dits à l'époque nègres avaient, avant la Première Guerre mondiale, dans les années 10 jusqu'aux années 20, puis au-delà, enthousiasmé, électrisé les avant-gardes artistiques. Vous voyez Picasso à droite, Le Corbusier au milieu et Ernst Ludwig Kirchner, l'artiste expressionniste allemand, à gauche, qui tous, en fréquentant les musées européens, se sont enthousiasmés pour ces arts, les ont dessinés. Vous voyez ici un dessin d'Émile Nolde d'après une figurine dite bronze du Bénin des collections de Berlin autour de 1910 et le tableau qui en a découlé en 1912. Nous avons vu que ce mouvement avait été un mouvement largement européen jusqu'à la Russie avec cette importante publication de Matskov très précoce et que même d'autres domaines artistiques comme le cinéma tout récent s'étaient emparés de ces figures, de ces formes nouvelles. À l'époque, on ne parle pourtant pas de fécondation. Vous voyez qu'ici, Jacques Lipchitz, dans une sorte d'interview sur l'art nègre, considère, c'est sa dernière phrase, que l'art africain a inspiré les Blancs, mais que l'art est resté bien blanc, il est bien blanc, et au même moment se met en place aux États-Unis, mais aussi en Europe, c'est-à-dire entre les années 5, 10 et les années 30, ce mouvement de réflexion sur la question raciale, sur la question de l'africanité, de ce qu'Aimé Césaire, que vous voyez ici à gauche, appellera la négritude. Et nous sommes arrivés à la constatation au constat selon laquelle les collections européennes comportaient aujourd'hui, si l'on en croit leurs propres données, leurs propres inventaires, les collections publiques, une somme considérable, bien plus considérable que les États-Unis, le Canada et que l'Afrique même, de pièces venues d'Afrique au sud du Sahara. Un auditeur attentif m'a fait remarquer la semaine dernière que je ne parlais pas de l'Afrique au nord du Sahara. Oui, nous ne parlerons que de l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique du Nord méritant à elle-même un autre type de cours ou un cours entier quand on pense au transfert d'œuvres d'art, notamment venues d'Égypte, mais aussi du Maghreb dans les collections européennes et mondiales. Nous voilà donc arrivés à la question des premiers objets, de la première venue, de la première présence africaine du sud du Sahara dans les collections européennes. Et nous allons aujourd'hui faire un voyage ensemble dans les années 1550, 1600. On va se déplacer jusqu'à peu près en 1650 avant de se quitter pour se retrouver la fois d'après. Le cours d'aujourd'hui est organisé en 3 volets. Le premier s'intitule Dieppe 1550, le second Rare, Cher et Indien, il aurait aussi pu s'appeler Rare, Cher et Turc, et le troisième Congo-Prague 1600. Et je commence par un document qui est notre document du jour, qui a une importance méthodologique pour le genre de recherche que nous faisons. Ce document du jour, c'est ceci, on le voit là par la tranche. Il s'agit d'un inventaire, de l'inventaire Fickler, conservé dans les collections de la Bibliothèque d'État bavaroise, la Bayerische Staatsbibliothek, inventaire qui date de 1598, que vous voyez ici relié dans un parchemin de réemploi. Il faut imaginer un volume de la taille d'un papier à peu près A4, de 5 cm d'épaisseur. Et cet inventaire est le premier à nous donner une idée du contenu de la Chambre des merveilles, de la Kunstkammer, de la Chambre des arts du duc de Bavière au XVIe siècle, le duc Albert V. Alors un document comme celui-là, un Inventarium der, etc., donc de tous les objets qui se trouvent dans cette Kunstkammer, est un document extrêmement précieux parce qu'il nous permet, même si parfois, et dans le cas allemand, c'est particulièrement difficile parce que l'écriture n'est pas une écriture latine, mais c'est ce type de document, qu'il s'agisse de la Bavière, mais aussi de l'Italie, des collections françaises, britanniques, ce type de document nous permet de savoir à quel moment, quelle pièce était dans une collection. Quand on retrouve aujourd'hui
une pièce dans une collection, on peut retourner en arrière jusqu'aux premiers inventaires et voir à quel moment elle entre. C'est un travail de détective difficile. On reviendra à cet inventaire. Sachez simplement qu'il comportait donc en 1598 6000 objets répartis sur 60 tables dans cet espace de la Kunstkammer de Munich. Et ces 6000 objets sont répartis en 3407 numéros d'inventaire. On y reviendra. Alors Dieppe. Dieppe en 1550, c'est là. Et il travaille à ce moment-là un géographe, un cartographe extrêmement connu, devenu extrêmement célèbre, Pierre Decellier, cartographe français de la Renaissance et membre éminent de l'école de cartographie de Dieppe. Il a signé cette très grande carte dessinée sur parchemin qui est aujourd'hui à la British Library à Londres et que vous pouvez consulter sur leur collection online. Il a dessiné, réalisé cette très grande carte du monde connue à Arques, près de Dieppe, faite à Arques par Pierre Decellier, PBRE, prêtre, l'an 1550, comme l'indique une cartouche en bas à droite, une inscription dans un cartouche en bas à droite de cette carte. Cette carte mesure 1,35 m par 2,15 m. Elle est faite pour être vue sur une table et c'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, peut-être certaines inscriptions sont dans le mauvais sens, si on veut, qu'il faut retourner la carte pour pouvoir les lire, notamment dans la partie gauche de la carte, enfin toute la partie supérieure de la carte, à vrai dire. Cette carte est une carte qui a été commandée par le roi, le voilà, Henri II, une carte d'apparat, ce n'est pas une carte qui a servi à la navigation, elle combine en fait des données de cartes de navigation et des données de cartes du monde telles qu'elles existent depuis le XIVe siècle. Ce qui est extrêmement intéressant, typique aussi, c'est dans le cas de cette carte, la description très précise des villes côtières que vous voyez ici pour le cas de l'Europe. Et si on descend jusqu'à l'Afrique, cette précision est maintenue ici jusqu'au golfe de Guinée, et plus loin d'ailleurs. Donc une précision extrême des données indiquées sur les côtes. Vous voyez ici, si vous arrivez à lire, le Sénégal, par exemple. Et en revanche, un intérieur des terres très peu défini. Quelques fleuves et surtout des vignettes, des personnages, des animaux, des choses qui ne sont pas des indications géographiques, mais plutôt des indications qui relèvent de la compilation des savoirs qu'on avait en 1550 sur notamment le continent africain. Je remonte un peu simplement pour vous montrer que ce n'est pas spécifique au continent africain, puisqu'en Europe, ici, l'intérieur de l'Europe, qui était bien connu à l'époque, est représenté par des châteaux, des forteresses, des lieux de pouvoir. Alors, dans le cas de ce continent africain, la question qu'on est en train de se poser avec cette carte, avec ce regard de Dieppe, c'est que sait-on en Europe autour de 1550 sur le continent africain ? Vous voyez bien, et la question qui se pose avec celle-là, c'est quel regard portent les Européens sur ce qu'ils ne connaissent pas. Évidemment, si on adoptait le point de vue des Africains, on aurait une toute autre vue de cette histoire. Ici, donc, que savent, que voient, que diffusent, quelles sont les représentations européennes sur l'Afrique au milieu du XVIe siècle ? On voit dans les illuminations dessinées par Decellier des rois, ici, comme le roi de Manikongo, le roi du Congo, situé donc sur la gauche de la partie méridionale de l'Afrique. Un autre roi ici, le roi de Quiola. L'un et l'autre sont habillés, portent un sceptre, une couronne. Ils sont habillés comme des empereurs romains, ils ont la peau noire et ils sont donc des représentants de ces pouvoirs africains que l'on connaît. Un troisième roi ici est le roi d'Organa, qui lui aussi équipé d'un sceptre et d'une couronne est en conversation, en interaction avec des sujets de peau noire également. Et d'autres figures sur cette très belle, très grande carte, enfin cette fascinante en réalité, nous montrent d'autres types de personnages qui ne sont pas des rois, mais ici deux chercheurs d'or, nous disent les spécialistes, ici deux
personnes qui peut-être sont destinées à effrayer le public européen. En tout cas, elles sont en train d'échanger une pièce, peut-être aussi une pièce d'or, et elles sont représentées avec des grandes lèvres rouges qui pendent vers le bas. Puis nous avons, comme toujours, qui symbolise en fait l'Afrique des animaux, 3 éléphants et un rhinocéros. Vous voyez ici, à la marge de cet extrait, un château, mais aussi des huttes ou des cabanes ou des espèces de petites grottes de troglodytes qui donnent une vague idée d'une sorte de culture urbaine. Au milieu des personnages mythologiques, à plusieurs bras pour l'un et sans tête et avec un œil au milieu de la poitrine pour l'autre. Et puis en bas aussi, quelques dragons et quelques serpents qui ne devaient pas manquer à cette représentation de l'Afrique comme grand continent mal connu, vraiment très mal connu, mais dont depuis quelque temps les nouvelles commencent à arriver. Donc on connaît certains royaumes, mais ce sont surtout les zones côtières qui sont bien connues. Si l'on retourne la carte, on peut lire ici une inscription « Afrique a de la partie d'Orient le fleuve du Nil et aux autres parties totalement encloses de la mer, et là est plus large. La partie plus prochaine de l'Europe est la plus habitée, plus fertile et meilleure. Mais la plus grande partie est déserte, raison des sablons, bêtes cruelles, situation et intempérance du ciel du premier temps s'enseignent. Les vagabonds vivant bestialement d'herbes et fruits d'arbres, jusqu'aux autant d'Hercule, lequel leur fut petite maison de bois des navires dont ils passèrent en Libye. En ce pays, il y a des vignes, si grosses que les hommes ne pourroient totalement embrasser le tronc dont les raisins ont une coudée de long. Les bêtes sont lions, éléphants, cameaux, léopards, onze, dromédaires, buffles, singes, caméléopards, rhinocérons, panthères, ânes, cornus, autres bêtes nommées en langue latine, rhys, hyénas, istris, toas, ciconias, pigardes et ostrus. Les serpents sont dragons, crocodiles, basiliques, aspis, séraptas et autres. Dans une autre inscription, ici, au milieu de la carte, il est question de l'Éthiopie. Ils sont Éthiopies, c'est à savoir cette terre d'Asie, dite Indie, et celle d'Afrique, laquelle est morneuse et pleine de sablons, et vers Orient, déserte, est moult peuplée. Les Oquins de monstrueuses faces, on en a vu là tout à l'heure, ont 2 messions lents. Les Oquins orientaux connoissent Jésus-Christ. Les occidentaux Mahomet qui sont dits morts. À Méroé, il y a minière d'or, cannelle et pierres précieuses, et près d'ici préside prêtre Jean sur 62 rois. Le voilà, prêtre Jean, qui n'a pas la peau noire, prêtre Jean qui est une figure devenue mythique puisqu'il s'agissait d'un prêtre qui était censé ou qui est censé avoir régné en Asie et que les Européens ont cherché pendant longtemps jusqu'au XIIe et au XIIIe siècle jusqu'à le situer en Éthiopie. Il s'adresse ici à des personnages de peau blanche. Alors ce qu'on vient de voir dans cette carte, pour avoir une idée de la manière dont les Européens appréhendent ce continent africains qu'ils connaissent très mal, qu'ils ne connaissent que par les côtes, se retrouve aussi dans la littérature textuelle, dans les textes, dans des récits de voyage qui commencent à se multiplier à partir du moment où les Portugais arrivent et s'installent sur ces côtes africaines, c'est-à-dire à peu près vers la fin. La littérature commence à se multiplier vers la fin du XVe siècle. Ici, vous voyez l'un des textes qui a été les plus importants pour la réception de l'Afrique par les Européens à cette époque, un texte en langue d'un néerlandais, en langue flamande, de Pieter de Maris, où il est question, vous le voyez ici, d'une description de la Guinée au sens large, c'est-à-dire du golfe de Guinée. Ce Pieter de Marais, c'était un marchand et explorateur hollandais. Son livre, richement illustré, est paru en 1602 et a été rapidement traduit en latin, en français, en allemand. Vous voyez ici la traduction française, Resti historial du riche royaume d'or de Guinea. Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est de voir comment, d'une part, le texte répète ces clichés ou ces approximations sur le continent africain. Afrique veut autant dire en grec comme sang-froid, écrit-il. Au milieu du pays est-elle dishabitée et inconnue à nous. Et comme plusieurs en rendent témoignage, est-ce un pays sec, sablonneux, chaud et inculte,
rempli de plusieurs animaux sauvages et cruels comme éléphants, dragons, tigres, rhinocéros, léopards, taureaux et crocodiles. Sortant de la rivière du Nil, d'autres animaux domestiques, est-il aussi bien pourvu, servant à la nourriture l'homme dont nous parlerons encore en son lieu, les habitants, etc. Donc ici encore, l'intérieur de l'Afrique est décrit de manière absolument fantastique, fantasmée. En revanche, les illustrations et certains récits montrent une très grande ou une croissance, une connaissance de plus en plus précise des échanges possibles sur les côtes. À ce moment-là, les Néerlandais, les Hollandais en fait, sont en concurrence avec les Portugais sur ces côtes. Les Portugais sont arrivés les premiers à partir de 1498, ils passent le cap de Bonne-Espérance, mais très vite, pour des raisons commerciales, arrivent les Français, les Britanniques et les Hollandais. Ici, on voit une manière dont les Hollandais, qui sont en concurrence avec les Portugais, commercent à partir de l'eau avec les Africains sur les côtes du royaume du Bénin. Donc, on voit ici les Africains qui commercent sur les côtes, qui apportent des marchandises sur les bateaux des Hollandais, qu'on reconnaît leurs chapeaux. Tout ça se passe à l'écart des comptoirs portugais et les échanges de marchandises se font ici. Par ailleurs, on a quelques Européens qui, de plus en plus, autour de 1600, s'aventurent, mais très peu dans les terres, à une dizaine de kilomètres, notamment dans la ville de Bénin, la capitale du royaume du Bénin, la ville de Bénin, qui est représentée ici dans cet ouvrage de Peter Desmarais comme une ville bien ordonnée, ce que confirmeront plus tard d'autres visiteurs, d'autres voyageurs, comme le célèbre Olfert Dapper en 1668, qui lui aussi, ici il s'agit de la traduction française, publie un texte à Amsterdam dans lequel il décrit toute l'Afrique, un texte de compilation, il n'y est pas allé lui-même, mais il compile les informations et écrit à propos de cette ville. Le palais du roi est à côté droit de la ville. C'est un assemblage de bâtiments qui occupe autant d'espace que la ville de Haarlem et qui est fermé de murailles. Il y a plusieurs appartements pour les ministres du prince et de belles galeries dont la plupart sont aussi grandes que celles de la bourse d'Amsterdam. Elles sont soutenues par des piliers de bois enchâssés dans du cuivre où leurs victoires sont gravées et qu'on a soin de tenir fort propres. Les maisons sont près l'une de l'autre et rangées en bon ordre. Elles ont des toits, des auvents, des balustrades et sont ombragées de feuilles de palmier et de bananas. Ces peuples ne le cèdent point aux Hollandois en propreté. Ils lavent et frottent si bien leurs maisons qu'elles sont polies et reluisantes comme une glace de miroir. Alors on voit d'abord ici vraiment le regard de l'Européen qui, arrivant dans une grande ville, une grande capitale d'un royaume africain, regarde tout ça avec ses yeux de Hollandais. Il compare à Haarlem et à Amsterdam. Il compare aussi le soin que les personnes locales mettent à entretenir leur maison. Mais on voit aussi que c'est un regard extrêmement extérieur. Retenez cet extrait qui nous sera très utile dans 3 séances, puisqu'il sera question de ces plaques de cuivre où les victoires sont engravées, où donc les rois du Bénin racontent leur victoire, non pas de manière sous forme de texte, mais sous forme d'image. On en reparlera. Voilà la page de couverture de cet ouvrage de Dapper, extrêmement important. C'est traduit en français sous le titre de « Description de l'Afrique ». Alors, ce que les Européens ne voient pas, ce que les Européens, ce à quoi ils n'accèdent pas en étant seulement présents sur les côtes, c'est les cultures qui ne sortent pas d'Afrique en quelque sorte. Je vous montre ici 3 exemples qui servent simplement de repères pour nous. Cette tête, oups, je cherche ma page, cette tête d'un chef au bas qui, d'après des tests métalliques, est daté de 1550, donc précisément à cette période où arrivent les Européens sur les côtes du Bénin et créent cette tête en laiton coulé. C'est l'une des très nombreuses têtes coulées en laiton à cette période-là au royaume du Bénin. Ce sont des représentations idéalisées des chefs, des rois, des Oba, qu'on appelle les Oba, et celle-ci est en particulier frappante par la douceur de ses traits, par la finesse du métal utilisé, à une époque où le métal est moins présent que
plusieurs décennies plus tard, donc autour de 1550, extrêmement fine, avec cette peau qui brille, si on peut le dire ainsi, ses joues généreuses, ce visage juvénile très réaliste et la coiffure extrêmement ciselée de ce travail. Ce type de pièces-là, qui existe depuis plusieurs siècles, qui sont produites depuis plusieurs siècles dans la région du Royaume du Bénin, par exemple, les Européens ne les voient pas. Ce sont des pièces qui servent au culte qui servent dans les dynasties, qui servent aux rois pour rendre hommage aux générations précédentes, aux rois précédents, et ils donc échappent en 1550, 1600, 1650 et pendant longtemps aux Européens l'existence d'un art ou d'une culture de la sculpture dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria, dans ces régions, qui est une culture extrêmement ancienne. Vous voyez ici un ouvrage d'Ekpo Eyo de 1977 intitulé « 2000 ans d'art nigérian ». Donc on a une très longue tradition qui explique aussi la qualité, en 1550, la très grande qualité de la pièce que nous venons de voir. Ce que les Européens ne peuvent pas voir, ne voient pas non plus, c'est par exemple ce fameux rhinocéros d'or dont il a déjà été question la semaine dernière, le rhinocéros d'or trouvé à Mapungubwe dans les années 1930, qui est une pièce dont on considère qu'elle a été réalisée au XIIIe siècle. Il s'agit d'une toute petite sculpture de 14 cm, elle pèse 42 grammes, c'est de feuilles d'or qui ont été à l'origine plaquées sur une âme en bois, comme on dit, une pièce qui a été trouvée dans une sépulture royale avec d'autres pièces en or, d'autres pièces en feuilles d'or qui témoignent d'une culture, là aussi, extrêmement ancienne et d'une pratique sculpturale ancienne. Mon collègue François-Xavier Fauvel en a fait le héros de l'un de ses livres remarquables, Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain, dont je vous recommande vivement la lecture. Ce Moyen-Âge africain et la Renaissance africaine, en quelque sorte, les Européens ne la voient pas. Les Européens arrivent avec leurs yeux d'Amsterdam ou de Harlem ou d'Anvers et ils comparent à ce qu'ils connaissent, mais ils n'entrent pas dans cette autre culture. Dans le cas du rhinocéros d'or, la culture à laquelle il appartient avait disparu vers le XIVe siècle, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une continuité de créativité après. Dernier exemple, et ce sont seulement des exemples ponctuels de ce que les Européens ne voient pas, ne comprennent pas, ne peuvent pas voir, puisque ce sont des cultures qui ne leur sont pas offertes, que les Africains ne viennent pas leur apporter sur les côtes. C'est par exemple la sculpture de Djenné, de la région de la ville de Djenné, dans l'actuel Mali. Vous voyez ici une figure assise que des textes de thermoluminescence ont daté des années 1235, de la première moitié donc, du XIIIe siècle, une figure assise donc, provenant de l'intérieur du delta intérieur du fleuve Niger, une figure qui est issue d'une culture qui a existé entre à peu près 600 et 1600, donc pendant près de 1000 ans, et qui donne la preuve aussi d'une grande maîtrise de la sculpture. Ici, vous voyez ces contours fluides du corps qui semblent replié sur lui-même, peut-être, selon les spécialistes, peut-être, et c'est une interprétation en position de deuil. Beaucoup de questions se posent avec ce type d'objets qui ont été étudiés aussi. Donc, mis ici encore un titre qui montre la longueur de ces cultures, 1000 ans de sculpture en terre cuite au Mali, de la capitale de Djenné, un ouvrage qui fait le point sur ces questions paru récemment. Donc, ce que les Européens ne voient pas, ne comprennent pas, c'est, comme le montre cette carte-là qui nous représente les royaumes d'Afrique au XVIe siècle, c'est la présence de cultures anciennes, nombreuses, créatives et riches dans cette Afrique. Et si vous voulez en savoir davantage, et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, je vous recommande à la fois la lecture du tome 4 de l'Histoire générale de l'Afrique, publié par l'UNESCO dans les années 80, tome 4 est consacré à l'Afrique du XIIe au XVIe siècle, l'ouvrage d'Eliaka Mbokolo, Afrique noire, Histoire et civilisation, le premier tome qui raconte
qui décrit l'histoire, analyse l'histoire de l'Afrique jusqu'au XVIIIe siècle, et bien sûr, paru récemment, la Somme, dirigée par François-Xavier Fauvel sous le titre L'Afrique ancienne, mondes anciens, qui fait le point sur toutes ces questions qu'ignorent les Européens du XVe, XVIe siècle. Mais nous voilà arrivés au cœur de notre propos. Alors, qu'est-ce qui se passe à Dieppe en 1550? Quels sont les objets qui arrivent jusque dans les collections européennes? Et nous arrivons donc au deuxième volet de ce cours qui s'intitule « Rares, chers et indiens ». Et vous allez voir pourquoi. Vers 1510, Valentim Fernandez, dans sa description de la côte occidentale d'Afrique, note que, en Sierra Leone, il y a des hommes fort doués et ingénieux qui sculptent dans l'ivoire des œuvres merveilleuses à voir de toutes les choses qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire des cuillères, des salières, des poignées pour dagues et toute autre chose délicate. On a ici l'indication d'un artisanat qui est situé dans ce qui s'appelle alors et qui est aujourd'hui aussi à peu près le Sierra Leone, l'indication d'un artisanat sur l'ivoire absolument soufflant de virtuosité. On nous parle d'ici d'œuvres merveilleuses. À cette époque-là, autour de 1540, 1550, l'Europe est en train de se doter de ce qu'on appelle des cabinets de curiosité, dont Côme Ier de Médicis, par exemple, sera l'un des collectionneurs les plus éminents. Vous le voyez ici dans un portrait de Bronzino. Donc partout en Europe, en Italie, dans les capitales italiennes, dans les capitales de l'espace germanique, dans les capitales en France, dans différentes villes de France, se forment ces petites collections qu'on appelle à l'origine des estudes ou des studiolos en Italie, d'abord des collections qui comportent un petit nombre d'objets, mais des objets extrêmement précieux, extrêmement délicats, extrêmement chers, que l'on organise dans ces Kunstkammer, dans ces cabinets des merveilles, en général selon leur matérialité, leurs métaux. Pas toujours, on observe des différences entre les différents cabinets de curiosité, mais on peut dire en gros que ce sont surtout les matériaux qui comptent et non pas l'origine ou la provenance des pièces réunies ici. Le cabinet de curiosité, le musée Medici, au milieu des années 1500, au milieu du XVIe siècle, vers 1550, sera parmi les premiers à collectionner des pièces venues de Sierra Leone, donc de ces pièces qu'on appelle aussi afro-portugaises, qui sont faites sur commande des Européens dans les ateliers, soit du Sierra Leone, soit un petit peu plus tard du Bénin. C'est pour ça qu'on les appelle soit des pièces sapi portugaises quand elles viennent du Sierra Leone, soit bini portugaises quand elles viennent de la région du royaume du Bénin. Ces trois cuillères-ci que vous voyez reproduites existent aujourd'hui toujours dans les collections de Florence. Et d'après les spécialistes de ces collections, d'après les conservateurs, ces trois-ci, qui sont aujourd'hui conservés au musée d'anthropologie de Florence, sono I più antichi manufatti africani documentati in una collezione europea, c'est-à-dire européa. Donc ici, les conservateurs considèrent, ceux qui travaillent avec ces inventaires, qui connaissent bien la présence de ces objets d'Afrique au sud du Sahara dans les collections européennes, considèrent que ces trois cuillères d'apparat sont les trois plus anciennes dans des collections dynastiques en Europe. Vous voyez qu'elles ont toutes à peu près la même taille, et dans toutes les autres collections aussi, elles font à peu près 25 cm. Elles sont faites d'une extrême douce et fine, et très fine partie d'ivoire, et agrémentée d'une partie supérieure extrêmement ornée, avec souvent des formes ici de quadrupèdes ou zoomorphes en tout cas, et elles sont d'une extrême délicatesse. Il ne s'agit évidemment pas de cuillères d'usage, mais d'objets que l'on collectionne dans ces cabinets dynastiques et qu'on met à côté d'autres pièces en ivoire, notamment de fabrication européenne. On trouve ce type
de cuillères, donc dites sapi portugaises, dans d'autres collections. Celle-ci était inventoriée selon les conservateurs de la collection Medici sous le titre, dans leur premier inventaire, sous le label de pièces venues de Turquie. Et on voit bien dans ces inventaires que la provenance compte assez peu. Soit il est question de pièces venues de Turquie, soit ici, comme cette cuillère, ici vous voyez mieux peut-être la finesse du travail dans la partie inférieure de la cuillère qui est surmontée par un oiseau. Celle-ci est conservée au musée, à présent au musée ethnographique de Vienne, mais était à l'origine, elle vient de la maison impériale de Vienne. Par le biais de déménagements successifs, elle s'est retrouvée donc dans une collection ethnographique venant d'une des Kunstkammer des Habsbourg. Et ici, il s'agissait aussi, selon les inventaires, d'une pièce turque. En général, ces pièces ne sont pas isolées, on les trouve en grand nombre. Dans cette publication de la fin du XIXe siècle, vous voyez les Elfenbeinarbeiten aus Afrika, donc les travaux en ivoire venus d'Afrique, dans les collections de Vienne, et elles sont en nombre important, et c'est seulement au fil des siècles, avec la fin de l'histoire des Kunstkammer au XVIIe, XVIIIe siècle, avec la recomposition des collections dans les capitales européennes, qu'elles vont se retrouver dans d'autres types de musées et que certaines vont se perdre. Si on reprend le fameux catalogue de l'inventaire de Fichtler que j'évoquais tout à l'heure, on voit présenté ici sous le numéro 240, alors c'est illisible pour vous, mais en tout, et pour moi aussi d'ailleurs presque, il faut que je m'applique beaucoup, mais on voit ici sous le numéro 240 qu'il est question de pièces indianisches, des pièces indiennes, et parmi lesquelles 64 indianische Löffel, donc 64 cuillères indiennes. Ces cuillères indiennes sont en réalité des pièces donc venues dans le cadre de ce commerce entre les Européens et les artisans africains et les royaumes africains du golfe de Guinée, qui se retrouvent ici donc dans les collections au milieu du XVIe siècle, dans les collections de Munich. Parmi les 64 cuillères indiennes, quelques-unes seulement ont été conservées aujourd'hui à Munich, où on peut les voir au musée d'ethnographie. Là encore, elles sont parties, elles ont quitté en fait leur cadre naturel, qui était un cadre de merveille, un cadre d'étonnement aussi sur celui de la curiosité et de la fascination pour la virtuosité des artisans, donc des pièces extrêmement coûteuses, extrêmement rares, qu'on trouve aujourd'hui depuis le XIXe siècle dans des musées d'ethnographie. En voilà encore une, très jolie, enfin elles sont toutes très, très fines, très belles, très, très touchantes. Elles ont le même type de format, donc elle aussi 25 cm. Celle-ci vient de la Kunstkammer de Saxe, du roi de Saxe. Il l'a acquise sur une foire, à la foire de Leipzig, et elle faisait partie aussi d'un ensemble d'environ 15 cuillères de ce type, retrouvées dans les inventaires, et lui aussi inventorié comme une pièce turque. Jusqu'à présent, on a évoqué le cas de pièces qui étaient arrivées dans des Kunstkammer, dans des collections de curiosités, dans les collections de merveilles au XVe siècle, et qui, par la recomposition des collections, étaient aujourd'hui dans d'autres types de collections, mais n'étaient jamais sorties de la propriété dynastique, qui est devenue propriété parfois des républiques comme en Allemagne et en Autriche. Mais d'autres cas montrent que, comme dans le cas de cet ensemble photographié ici à la fin du XIXe siècle par le British Museum, que les musées ont acquis au XIXe siècle des collections de ce type qui avaient été collectionnées par des particuliers. Vous voyez ici donc un ensemble de cuillères sapi portugaises présentes aujourd'hui, acquises au XIXe siècle et présentes aujourd'hui au British Museum. Et ici la fiche d'inventaire qui nous montre du British Museum, qui nous montre que ça a été acquis de la collection Magnac vers le XIXe siècle. Et on peut remonter les provenances souvent jusqu'au XVIIe ou au XVIe siècle. Et on sait que ces pièces donc sont venues dans le cadre de ce commerce, de ces échanges, qu'on peut appeler des échanges d'égaux à égaux, sur les côtes de l'Afrique occidentale. Ce type de pièces-là, ces cuillères, sont peut-être les plus significatives de ces premiers objets venant d'Afrique au sud du Sahara dans les collections européennes. Un autre type d'objet très
typique, très représenté, très fréquent, et celui des salières, également en ivoire, l'ivoire évidemment venant des éléphants, des salières telles qu'elles ont pu être collectionnées par d'autres grands collectionneurs royaux, princiers, dynastiques. Vous voyez ici Albert V de Bavière qui joue à l'instant aux échecs là, avec sa femme, Anne d'Autriche, sur une miniature dessinée, peinte sur parchemin. Alors, en 1552, j'ai souhaité rester dans ces années 1550. À cette époque-là, lorsque se forme le cabinet des merveilles de Munich, arrivent dans les collections des pièces comme celle-ci, qui sont considérées ou qui sont nommées des salières. Ici, il s'agit simplement d'un fragment. Seuls les pieds de cette salière sont conservés. Cette salière qui, elle aussi, donc, vient à la même provenance et fait partie du type de pièces qu'on va trouver dans un grand nombre de cabinets de curiosités. Vous voyez ici, parce que la qualité de l'image est bonne, combien le travail de l'ivoire est fin, d'une part, et combien les formes représentées, alors c'est plus net ici que dans le cas des cuillères, sont une fusion entre ce que les artisans de l'Europe centrale, du côté d'Augsbourg notamment, pouvaient fabriquer dans ces années-là, à la Renaissance, mais avec des visages, des formes empruntées aux traditions africaines, avec les visages notamment de ces femmes très typisées. Je vous en montre quelques autres, on en trouve peut-être des dizaines actuellement encore dans les collections publiques européennes. Celle-ci est conservée, elle aussi, au musée de Vienne. Elle est originaire des collections de Rudolf II, qui était dans les collections des Habsbourg, donc dans les collections étaient réparties entre Vienne et Prague. On y voit un personnage qui fume une pipe et puis assis sur un certain nombre de coussins ou de volutes ornementés, et le socle, la base de la pièce, représente des personnages et des animaux avec des serpents qui sont en tête-à-tête ici avec ces animaux fantastiques, un échange, tandis que les trois personnages ici regardent devant eux. Si on retourne la pièce, on y voit, collectionné par Rudolf de Habsbourg, le voici, ici, grand collectionneur, dont la plus célèbre collection, la plus célèbre partie de la collection était à Prague et l'autre au château d'Ambras. Et quand on retourne la pièce, on voit à son numéro d'inventaire qu'elle provient bien des collections Habsbourg. On pourrait multiplier les exemples, par exemple, notamment avec celle-ci, cette salière. Il faut imaginer des pièces d'une trentaine de centimètres ici, qui représentent une maternité, la Vierge et l'enfant. Elle est conservée, celle-ci, à Londres. Elle a été acquise récemment par le British Museum sur le marché de l'art. Et elle aussi représente des traits donc, d'hybridité entre une iconographie chrétienne d'une part et une iconographie inspirée d'animaux en tout cas ou d'éléments africains. On voit ici sur la base un personnage ici inquiété par, semble-t-il, à genoux, priant peut-être, inquiété ou soutenu peut-être par deux lions. Toutes ces créations de la Renaissance africaine ou de la Renaissance européo-africaine ont été mises en évidence et étudiées au milieu des années 50 par William Fagg dans cet ouvrage donc sur les ivoires afro-portugaises, qu'il a appelé les ivoires afro-portugaises. Et c'est intéressant de voir comment la couverture de cet ouvrage, dans les années 1950, fait appel à nos réflexes, entre guillemets, art nègre, alors que les pièces dont il est, avec cette figure assez difficile à reconnaître, un peu effrayante, ce fond noir, un design de couverture qui joue entre le jaune, enfin la couleur d'un ivoire un peu jaune, le noir du fond, le rouge du A, etc. Donc quelque chose d'assez musclé, d'assez expressionniste dans la couverture pour des pièces qui en réalité ressemblent beaucoup, sont très cousines
des autres pièces en ivoire qu'on pouvait trouver, ou d'orfèvrerie d'ailleurs, par leur forme, qu'on pouvait trouver dans les collections européennes de la Renaissance. Si vous voulez approfondir ces questions, il existe une somme, un répertoire des œuvres arrivées de l'Afrique au sud du Sahara dans les collections européennes entre 1400 et 1800, publiées par Ezio Bassani dans les années 80. Si vous voulez en savoir davantage sur les cabinets de curiosité, sur la culture de la curiosité dans cette Europe de la Renaissance, je vous renvoie au livre de référence de Julius von Schlosser du début du XXe siècle et aussi et surtout à la préface et à la postface de Patricia Falguière, qui en France est l'une des meilleures spécialistes de ces types de collections, et aussi à l'ouvrage très illustré de Patrick Moriès sur les cabinets de curiosité. Par ailleurs, quand on s'intéresse à certains types de collections, on peut aller regarder dans des ouvrages monographiques qui travaillent ou qui ont étudié la composition de certaines collections. Ici, Elke Bouilloc a comparé différentes collections européennes pour y retrouver les africanas, ce qu'on appelle les africanas dans les Kunstkammer jusqu'en 1670, c'est-à-dire les toutes premières pièces aujourd'hui conservées. Elle a aussi publié un article en 2009 en langue anglaise pour ceux qui préféreraient l'anglais. Donc on a évoqué les ivoires, très présents dans les collections européennes du XVIe siècle, de la Renaissance. D'autres types d'objets venus d'Afrique au sud du Sahara, de ce commerce avec la côte occidentale de l'Afrique, sont présentes très rarement et n'ont pas été détruites au fil des siècles dans les collections actuelles, notamment ce petit panier, alors qui représente ici l'intérêt, l'engouement très vif pour la vannerie de la région du royaume du Congo. Ce petit panier ici est aujourd'hui dans les collections du Lindenmuseum à Stuttgart, et on sait par une inscription qu'il est arrivé à la fin du XVIe siècle dans ces collections du Württemberg, dans la Kunstkammer du duc de Württemberg. Alors leur spécificité, c'est l'extrême richesse du tissage. Ici, ce sont des pièces tissées avec des fibres végétales qui forment des motifs extrêmement géométriques, extrêmement raffinés, et d'une pièce à l'autre qui diffèrent toujours les uns des autres. Donc ce type-là de petits objets, de petits paniers, comme celui-ci, de petites boîtes, est présent encore aujourd'hui dans quelques collections publiques, ou d'autres objets faits d'autres matériaux, comme cette grande cuillère d'apparat aussi, issue du Lindenmuseum à Stuttgart, qui vient aussi de cette région du Sierra Leone ou du Bénin. Donc il s'agit, comme vous le voyez, de pièces qui ont été fabriquées pour les clients, si on veut utiliser ce terme, pour les clients européens, qui ont été souvent fabriqués d'après des modèles que ceux-ci avaient proposés, mais qui révèlent une extrême dextérité, une longue pratique de la sculpture depuis longtemps, sauf que les Européens donc achètent, échangent, acquièrent à haut prix des pièces qui leur rappellent eux-mêmes, en fait, qui ne sont pas issues des usages des régions avec lesquelles ils sont en contact. Une ou deux exceptions se trouvent néanmoins dans les collections de la Renaissance en Europe, comme par exemple ce plateau de divination issu de la région du royaume d'Alada, dans l'actuelle République du Bénin, un plateau de divination qui est utilisé pour les cultes, dans le culte vaudoun, qu'on retrouve aujourd'hui dans les collections de Ulm, où se trouvait un cabinet de curiosité au XVIIe siècle extrêmement prestigieux, le cabinet de Christoph Weickmann, qui arrivait assez tardivement dans cette tradition. Et ce Christoph Weickmann avait collectionné aussi des textiles, des vêtements et quelques sacs, et notamment ce plateau de divination qui sert donc à lire les oracles de Pha. Et celui-ci est l'un des plus célèbres. J'en arrive au troisième et dernier point, qui s'intitule
Congo-Prague, 1600. Donc pour le moment, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a constaté que l'Europe des années 1550-1600 connaissait mal l'Afrique de l'intérieur, ou ne la connaissait pas du tout, elle lui est inconnue, comme disait Peter Dimaris, mais il connaît extrêmement bien les côtes et font des descriptions très précises du type d'échange qu'on peut y faire et du type de marchandises qu'on peut y acquérir, y compris des marchandises qu'on pourra ensuite négocier à haut prix sur le marché européen, puisqu'elles intéressent particulièrement les souverains, d'une part. D'autre part, on a constaté que ce type de pièces sont des types qui ne viennent pas de la production, disons, naturelle, entre guillemets, ou de la production locale à usage local, mais qu'elles sont fabriquées pour ces Européens. Et dans le troisième volet, je voudrais regarder avec vous comment une région, celle du Royaume du Congo, se trouve dispatchée, pour ainsi dire, aujourd'hui dans les collections, comment on peut retrouver ce Congo de la Renaissance dans certaines collections européennes. Et pour faire ceci, donc c'est un clin d'œil de parler de Congo-Prague et de dire que des pièces originaires du Congo, et vous verrez quel genre de pièces se sont retrouvées dans les Kunstkammer des Habsbourg à Prague notamment. Mais quand je dis Prague, en fait, je pense aussi à Rome, à Oxford, à Stockholm, à Ulm, déjà évoqué, à Écouen, vous verrez à la fin, à Londres, à Florence, à Copenhague, à Milan, à Vienne, à Stuttgart, autant de lieux où se trouvait ce type de collection qui avait un intérêt particulier pour ce type d'objets extrêmement rares, précieux et fascinants par leur fabrication, par leur facture. Je m'appuie pour ce dernier épisode sur le catalogue d'une exposition qui a été présentée en 2015 à New York, Congo, pouvoir, puissance et majesté, au sein duquel un chapitre entier est intitulé Out of Congo and into the Kunstkammer, donc sorti du Congo et rentré dans la Kunstkammer, un article de Alisa Lagama qui a aussi monté cette exposition, un long article d'une auteure donc, qui a reconstitué la présence de ces objets très anciens, qui ont plus de 4 siècles aujourd'hui, presque 5 parfois, venus du royaume du Congo. Elle a retrouvé, on y reviendra, elle a travaillé dans une vingtaine de collections et elle a retrouvé notamment, et c'est extrêmement... c'est sensationnel en fait qu'elle ait réussi à les réunir ainsi, notamment des textiles précieux venus du royaume du Congo. Vous voyez ici, dans cette aquarelle de la collection de Settala à Milan, dessinée par un Cesare di Fiori, il signe en fleurs là, parce que ça veut dire Cesare des fleurs, une page, 2 pages représentant ce type de textile, mais plié. Donc on y voit ici la face, en fait, la face intéressante et la face cachée, ils sont pliés, ils se découvrent à peine, et on reconnaît à ces motifs géographiques, géométriques, et à l'inscription ici qui est difficile à lire, qu'il s'agit de textiles venus d'Afrique. Alors grâce à cette exposition du Metropolitan, les organisateurs ont réussi à réunir 60 pièces de textiles provenant de la région du Royaume du Congo au XVIe siècle, arrivées au XVIe siècle dans les collections européennes, 60 pièces qui ont été présentées ainsi, issues de 19 collections. Quand on lit les inventaires contemporains de la Renaissance, on voit que la fascination exercée par ce type de textile est liée au fait qu'ils sont réalisés en raffia, ce qu'on appelle à l'époque le raffia, c'est-à-dire en fibre végétale, et que ces fibres végétales sont si finement travaillées, si soigneusement coupées, si soigneusement tissées, qu'elles parviennent à donner des effets de brillance, comme on le voit par exemple sur cet exemple issu du British Museum, des effets de brillance et des effets de soie. Ils sont comparés parfois à des tissus en soie. Donc on les trouve sous forme de pans de tissu
non traités, mais aussi beaucoup sous forme cousue, de coussins comme celui-ci et d'autres que nous allons voir. Et il se manifeste, donc il se distingue d'une part toujours par ses motifs géométriques qui varient d'un exemplaire à l'autre et par leur matérialité même, c'est-à-dire ces fibres de raffia. Et c'est intéressant de lire dans les inventaires de la Renaissance, de voir la difficulté qu'ont parfois ceux qui réalisent ces inventaires, qui rédigent ces inventaires, à décrire leur matérialité précisément. Ils ont une attention particulière à cette fibre et à la douceur et le côté lisse et doux de ces tissus. Je vous en montre quelques-uns sans trop m'y arrêter et en vous renvoyant au catalogue du Metropolitan notamment. Donc ici, en voici un issu du British Museum inventorié en 1674, donc qui forcément a été produit au XVIe ou au XVIIe siècle, comme l'indique d'ailleurs la datation. Un autre exemple issu du Pitt Rivers Museum d'Oxford. Les formats sont toujours à peu près les mêmes. Ici, vous voyez 50 par 20 cm, ce sont de petits coussins, mais si je retourne en arrière, vous voyez que certaines pièces ne sont pas sous forme de housse, mais sont des pièces de format plus grand, plutôt qui ressembleraient plutôt à des tapis. Stockholm également, là encore, 49 par 50 cm. Nous sommes ici dans les collections royales de Suède. Peut-être un mot sur les collections de Suède. Vous savez que pendant la guerre de 30 ans, la reine Christine de Suède, qui adorait les belles choses, a animé ses militaires, ses généraux, ses officiers au pillage des grandes collections de Mitteleuropa, et c'est pourquoi une partie de la collection de la Kunstkammer de Prague, notamment des tableaux d'Archimboldo, se trouve aujourd'hui encore dans les collections royales de Suède à Stockholm. Et ce type de pièce est parfois arrivé directement dans l'Europe du Nord, partout où se trouvent des ports et où il y a des liens de navigation avec l'Afrique, arrive ce type d'objet, mais parfois aussi, ils sont passés d'abord par les Kunstkammer de Prague ou d'Europe centrale, de l'espace allemand, germanique, avant d'arriver en Suède. Donc voici un autre type d'objet. Et puis, collectionné aussi avec avidité par les rois, les souverains, les aristocrates ou les scientifiques intéressés ou qui ont formé des Kunstkammer, aussi des pièces de vêtements. Ici, il s'agit d'un couvre-chef de chef, précisément, donc d'un type de coiffure réalisée pour des raisons de pouvoir ou liées aux questions de pouvoir que vous trouvez ici à Copenhague. Et qui aussi donc fascine. C'est l'un des quelques exemplaires aujourd'hui présents dans ces collections qui fascinent par la qualité du tissage, par la finesse de ces formes et des reliefs, des effets de relief dedans-dehors créés par ces techniques. Dernier exemple, avant de conclure, celui d'un olifant. J'ai peu évoqué les olifants qui font partie aussi, comme les autres pièces d'ivoire, de celles qui arrivent d'Afrique à la Renaissance. On en trouve, ou en tout cas l'exposition de New York on a retrouvé 10 originaires de la région du Congo dans les collections européennes actuelles. Celui-ci est aujourd'hui au musée de la Renaissance à Écouen. Il était autrefois au musée de Cluny et venait de la collection d'Alexandre du Sommerard avant d'être transféré au musée de la Renaissance d'Écouen dans les années 1980. Voilà, que dire? Premiers objets, d'abord, premièrement, constat, l'art dit nègre qui nous avait occupé la semaine dernière, l'art africain, l'art d'Afrique au sud du Sahara, n'est pas une invention du XXe siècle, n'est pas quelque chose qui surgit avec la période coloniale ou l'accumulation liée à la création des musées ethnographiques du XIXe siècle, mais bien, lui précède bien. Le
le continent africain possède une tradition, d'abord a une longue histoire liée à une longue histoire de sa créativité, de sa matérialité. Ces objets, souvent, sont liés à des cultes ou à des pratiques dynastiques que les Européens voient, observent peut-être de très loin, mais en tout cas, les Européens de la Renaissance ne s'approprient pas ces objets, et les objets qui viennent chez eux, chez nous, dans ces collections, sont des objets fabriqués par ces artisans extrêmement expérimentés pour eux. C'est donc le cas au XVIe siècle, et cette présence africaine dans les Kunstkammer, dans les cabinets de merveilles de la Renaissance, va continuer à peu près jusqu'au... où le collectionnisme, l'intérêt pour ces objets et l'existence des Kunstkammer va perdurer jusqu'au XVIIe siècle à peu près, avant de disparaître. Et comme on le disait à plusieurs reprises, les Kunstkammer vont être disloqués souvent et répartis autrement dans d'autres collections, si bien que au XVIIIe siècle, par exemple, elles n'existent plus et ces objets ont souvent disparu dans d'autres types de collections. Quand on reprendra la semaine prochaine avec le début du XIXe siècle, on verra que certains collectionneurs qui se présentent dans des musées publics, et j'ai à l'esprit le cas particulier de Berlin, un collectionneur retrouve une de ses salières sapis portugaises dans la collection qu'on vient de lui léguer au milieu du XIXe siècle, dans les années 1840. Il se présente à Berlin au musée, et un des grands experts à qui on demande d'où peuvent venir ces objets à ce moment-là est le grand voyageur Alexandre de Humboldt, le grand connaisseur des musées et du monde. Et Alexandre de Humboldt écrit un rapport sur cette pièce qu'on vient de lui apporter en disant que c'est sûrement quelque chose qui vient de Sibérie et que d'ailleurs il n'avait jamais vu ça ailleurs avant, mais c'est sûrement quelque chose qui vient de Sibérie. Tout ça pour dire qu'au XIXe siècle, on aura oublié ces objets dans les capitales européennes. Ils ont disparu du paysage mental, si on veut, des collectionneurs, de leur horizon du collectionnisme, mais ils sont bien présents et ils continuent d'être présents dans ces collections, même s'ils ont été certains détruits ou mal inventoriés par la suite. Mais le retour aux sources et à ces inventaires nous permet de les retrouver. Le travail tel qu'il a été mené à New York est vraiment un moment de réunion scientifique d'objets qui avaient une grande présence et une grande visibilité dans l'Europe de la Renaissance. Il est 11h57, nous nous retrouvons la semaine prochaine au XIXe siècle. On va faire un bond qui nous mènera avant Berlin, c'est-à-dire avant la conférence dite du Congo ou la conférence Africa Conference de 1884. Je vous remercie.